Il assure qu'il en tirera des conséquences profondes. À 3000 km de la France, Emmanuel Macron joue les VRP du grand débat. Le président est arrivé en Égypte pour un voyage de 3 jours, un des rares déplacements à l'étranger depuis le début de l'année, où il a évoqué la question des gilets jaunes. Ce qui se passe est un moment de vérité, a-t-il dit. Emeline Darcourt. Je n'ai jamais imaginé que j'allais vivre un mandat heureux et calme. Je suis un enfant de cette colère. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron décrit la crise qui traverse la France au travers du mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République, en déplacement en Égypte, considère que ce qui est en train de se passer est un moment de vérité, la réinvention de nos démocraties. Il assure ne pas être déstabilisé, refuse de détricoter ce qui a été fait depuis son élection avec cet argument. La réponse à cette crise, ce n'est pas de faire comme avant, comme mes prédécesseurs. Et il ajoute, c'est un défi, ce n'est pas simple, il y a quelque chose à inventer ensemble. Puis il explique le travail qui se fait pendant le grand débat. Il fallait donner un cadre aux colères et aux contestations, dit-il. Nous avons besoin de ce temps de dialogue. Selon lui, la vertu de ce grand débat est de construire une réponse, une réinvention de la démocratie, une démocratie plus délibérative. Emmanuel Macron assure qu'il prend très au sérieux ce moment, un moment qui ne restera pas sans suite, selon le président, qui promet d'en tirer des conséquences profondes, pas uniquement des mesures techniques. La facilité eût été de renoncer, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Valérie Gomez-Bassac, il ne renonce pas à réformer, il réaffirme qu'il ne va pas détricoter ce qui a été fait pendant ces 20 mois et en même temps il dit qu'il y a quelque chose à construire ensemble. Cette question, on vous l'a souvent posée, je vais vous la reposer. Comment on fait pour construire ensemble quand on ferme des portes ? Alors, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ferme des portes. Il a mis en place ce grand débat. On est dans le temps du dialogue et nous en tirerons après les conséquences. Lorsqu'il dit qu'il ne détricotera pas, il y a des mesures qui ont été prises, qui sont de bonnes mesures. Bon, je ne vais pas les citer maintenant. Et d'autres qu'il faut peut-être revoir, apprécier, évaluer. On en a cité certaines. C'est pas fermer la porte de dire que ces mesures sont bonnes avant même qu'on aboutisse aux conclusions du grand débat ? Alors justement, attendons de voir en effet les sujets qui vont être soulevés, mais de toute façon, sur les points qui risquent d'être soulevés, je pense en effet qu'il y a des adaptations à faire. Bon, il y a le sujet de l'ISF qui revient régulièrement, le problème du pouvoir d'achat, donc il y a des choses à faire, mais qui ne nous engagera peut-être pas à détricoter ce que nous avons fait avant. Mais comme il l'a dit, il n'y a aucun sujet tabou, tout sera mis sur la table. Et les décisions qui devront être prises seront prises à ce moment-là. Il ne faut pas apporter des réponses maintenant. Justement, le débat est là pour écouter, pour voir les suggestions qui sont faites par les uns par les autres. C'est pour ça que nous souhaitons que différents élus de tout parti s'impliquent également dans le débat pour que nous puissions faire remonter tout ça et voir ce que nous pouvons en faire. Julien Sanchez, nous avons besoin de ce temps de dialogue, dit Emmanuel Macron. Un dialogue pour, je recite, construire une réponse ensemble. Ce grand débat, vous allez finalement y participer, le Rassemblement national, ça veut dire que vous y croyez ? Mais nous, on a toujours accepté de participer à tout débat qui existe, mais on veut que ce soit un vrai débat. Je rappelle vous avez quand même formulé beaucoup de critiques à l'égard de ce grand débat. Oui, mais justifié parce que justement, on avait dit que c'était un faux débat, que c'était une supercherie. Et les faits, hélas, nous donnent raison, puisque lorsque le président de la République est venu... Pourquoi vous participez à un faux débat dans ce cas-là ? Écoutez, pour essayer de prouver qu'un débat peut se tenir, malheureusement, quand on essaye, ça ne peut pas se tenir. Exemple, dans ma région, le président de la République s'est déplacé, il a invité les maires, mais il ne m'a pas invité. Pourtant, je suis maire également d'une commune de ma région. Je n'ai pas été invité. Ça, c'est un fait, c'est une réalité, c'est vérifiable. Dans ma commune, j'ai donc invité la députée de ma circonscription à tenir une réunion publique du grand débat. Elle n'a pas donné suite depuis une semaine. Donc, j'en conclus qu'elle refuse de tenir une réunion publique. C'est un peu dommage. Donc, c'est une députée En Marche. Et je trouve que c'est assez regrettable. Pour ce qui est des déclarations du président de la République, je constate qu'il se décrit lui-même comme un enfant de la crise, un enfant de la colère. On aimerait plutôt qu'il soit un père de la nation et puis qu'il guide un petit peu la nation. Je crois que pour le coup. Oui, mais je crois que c'est au contraire un père de la crise, un père de la colère, celui qui suscite la colère, parce que il faut pas oublier qu'il a quand même dirigé, gouverné. Il a été ministre donc des Finances et de l'économie sous François Hollande. Il a été son principal conseiller également. Donc voilà, il est un peu responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui tout de même. C'est un peu facile de se décrire comme un enfant, comme s'il n'y pouvait rien en fait. Pascal Tournier, c'est le temps du dialogue, dit donc Emmanuel Macron ce soir. On l'a beaucoup vu parler ces 15 derniers jours. On l'a vu très présente dans le lancement de ce grand débat, ce qui a été d'ailleurs très critiqué de la part de l'opposition. Est-ce qu'il faut voir dans ce voyage en Égypte d'Emmanuel Macron une forme de mise en retrait ?
Je ne suis pas sûre. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'on continue de parler de lui, de ce qu'il a pu dire lors de son voyage. Il ne s'exprime pas face caméra. Tout à fait. Mais enfin bon, on en fait état, je dirais, aujourd'hui. Non, je pense que simplement, c'est plus le fait que la vie de l'État continue. Le chef de l'État représente la France à l'étranger. Donc c'est un voyage présidentiel comme un autre. Et que finalement, qui traduit que la vie politique continue son cours. Moi, ce que je voudrais juste rebondir, je pense quand même sur ce qu'a dit les déclarations du chef de l'État. Ce qui est compliqué, on le voit bien, c'est qu'il réfléchit. Je pense qu'il est assez content de voir quand même que la participation existe. On l'a vu encore même lors de l'émission télévisée qui a eu lieu vendredi soir entre Cyril Hanouna et la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui animait le débat. Il y a quand même eu 1 million de téléspectateurs, plusieurs millions aussi à chaque fois qui s'est exprimé devant les maires. Donc je pense il doit être assez content de la participation. Reste à savoir encore une fois quelle conclusion il va en tirer, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une tension entre d'un côté des volontés de mesures plus sur le champ économique et qui peuvent du coup mettre en cause justement sa politique, alors que lui-même, on l'a vu encore dans ses déclarations, il ferme la porte à toute remise en question des mesures qu'il a mises en place. Et puis il y a cette nouvelle polémique à laquelle doit faire face l'exécutif. Jérôme Rodriguez annonce qu'il va porter plainte contre Christophe Castaner et Emmanuel Macron. Cette figure des Gilets jaunes a été blessée hier à l'œil alors qu'il filmait l'arrivée des manifestants place de la Bastille. Il explique avoir été touché au visage par un tir de lanceur de balles de défense. Rien ne permet de l'affirmer, dit ce soir le secrétaire de l'État à l'Intérieur, Laurent Nunez. Des sources policières assurent en effet qu'il a été blessé non pas par un LBD, mais par l'éclat d'une grenade de désencerclement. L'IGPN a été saisie. Pour l'heure, ces versions contre versions. Vous allez comprendre pourquoi la nature de l'arme a son importance. Je pense voir mon tireur, je pense voir celui qui m'a flingué. Et je me fais la réflexion dans ma tête, je dis tiens, il n'a pas cette fameuse caméra. Mais je ne peux pas le confirmer, parce que vous savez, après, dans l'instant, ça va tellement vite que... Mais pour moi, je ne le vois pas. La photo a été prise de dos du policier qui m'a tiré dessus. Et moi-même, je suis porteur d'une caméra et je ne vois pas le harnais qui porte la caméra. Donc j'ai des gros doutes là-dessus, sur le fait qu'il portait une caméra. Et je pense que c'est pour ça qu'il joue sur l'histoire de la grenade qui, elle, m'aurait fait mal. Parce que, pour pas dire que le porteur de LBD n'avait pas de caméra. J'ai donc porté plainte contre X, c'est-à-dire le ou les policiers. J'ai demandé à porter plainte contre Monsieur Castaner, parce que c'est un donneur d'ordre. Et j'ai porté plainte contre Monsieur Macron aussi. Valérie Gomez-Bassac, en début de semaine, Christophe Castaner annonçait que les forces de l'ordre seraient équipées d'une caméra à partir du moment où il y aurait l'usage de lanceurs de balles de défense. Et ce, dès samedi. Or, ce que dit Jérôme Rodriguez, c'est qu'il n'a pas vu ces caméras sur les forces de l'ordre qui étaient en face de lui. C'est ce que dit aussi Maxime Nicole, une autre figure des Gilets jaunes qui a été interpellée du côté de Bordeaux. Est-ce que le ministre de l'Intérieur ne s'est pas un peu emballé sur ces caméras? Alors écoutez, là vous me donnez la version des Gilets jaunes. Nous allons attendre la suite de l'enquête de l'IGPN. Attendons de voir. Moi je ne sais pas s'il y avait une caméra ou pas de caméra. Donc c'est vrai qu'il s'était engagé à ce qu'il y en ait une. Donc l'enquête nous donnera des réponses. Ce que je souhaite quand même souligner, c'est qu'on constate qu'il y a encore de la violence et qu'il faudrait vraiment maintenant que ça cesse. Tout à l'heure j'entendais Sarah Legrain sur votre plateau dire qu'elle s'étonnait qu'il n'y ait pas eu de violence lors des défilés des foulards rouges. Ça prouve que quand il n'y a pas de violence d'un côté, il n'y en a pas de l'autre. Que s'il y a une riposte, souvent c'est qu'il y a une attaque. Les forces de l'ordre sont là pour nous protéger. Elles ne prennent pas l'initiative de la violence. Donc j'aimerais quand même que les choses soient remises dans leur contexte. Il y a eu beaucoup de manifestations aussi aujourd'hui pour le climat. Il n'y a pas eu, a priori, d'actes de violence. Donc on voit bien que lorsque les manifestants sont pacifistes, la police reste... En l'occurrence, pour le coup, Jérôme Rodriguez est connu pour être une figure des Gilets jaunes. C'est quelqu'un... Christelle Bertrand vous me confirmera, c'est quelqu'un qui est connu pour être plutôt modéré par rapport à d'autres. Et effectivement, on le voit sur cette séquence, quand il est en train de filmer sur son Facebook Live, il n'est pas en train d'interpeller les forces de l'ordre, les choses sont plutôt calmes à ce moment-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle autant de cette affaire et qu'elle a cristallisé pas mal d'émotions autour d'elle. C'est qu'il est vraisemblablement, et ça a été filmé, en train de dire à des jeunes gilets jaunes « Retirez-vous, ne vous mêlez pas aux Black Blocs, attention, ça peut être dangereux ». Donc il est plutôt dans une position d'apaisement. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe autour de lui? Qu'est-ce qui justifie
s'il y a eu tir, qu'il y en ait eu un, pourquoi cette grenade de désencerclement, si c'en est bien une, est arrivée près de lui. Voilà, on a une scène qui est filmée de façon extrêmement resserrée. Et c'est pas voulu. Enfin, voilà, mais on a ce film-là. On ne sait pas ce qui se passe autour. Qu'est-ce qui amène la police ou les forces de l'ordre à intervenir? C'est compliqué encore à comprendre. C'est pour ça que, oui, attendons en effet l'enquête. Pour l'instant, on a la parole de Jérôme Rodriguez qui parle beaucoup et qui, comme on le disait, a sans doute un intérêt à faire passer ces messages-là afin que le mouvement rebondisse d'une autre façon, le faire. Puis est-ce qu'il y a une solidarité autour de son cas, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu pas mal de blessés, on en a assez peu entendu parler. Donc là, il se passe quelque chose autour de ça. Il en tire un certain profit. Maintenant, l'enquête dira qui et quelles sont exactement les circonstances de ce drame, parce que c'est un drame. Quoi qu'il se soit passé, c'est un drame. Et depuis le début du mouvement, il y a eu plus de 80 enquêtes qui ont été ouvertes par l'IGPN et plus de 240 signalements de faits. Julien Sanchez, Marine Le Pen a parlé de mutilation des opposants politiques, de l'usage irraisonné de la force par le pouvoir. Alors on ne sait pas encore s'il s'agit d'une grenade de désencerclement ou d'un lanceur de balles de défense. Est-ce qu'il faut supprimer les LBD? Je crois que la question n'est pas là. La question, c'est surtout, là nous assistons à des Français qui se réveillent et qui manifestent parce qu'ils ne peuvent plus vivre du fruit de leur travail, du fruit de leur retraite. Quand c'était les printemps arabes, les gouvernements français disaient que c'était merveilleux, que c'était formidable, une émancipation des populations, etc. Là, on a donc des Français qui manifestent parce qu'ils ne peuvent plus vivre du fruit de leur travail, de leur retraite, et ils risquent à tout moment de perdre un œil, de se faire agresser. Il n'y a pas que, mais justement, lui. Ce sont les LBD et les grenades de désencerclement. Non, pas seulement. Je crois que ce sont les consignes qui sont données par le gouvernement d'intimider les manifestants. Et c'est une consigne qui est donnée d'intimider les manifestants parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, mes parents, par exemple, ils manifestent. Effectivement, je me demande si, quand ils vont manifester, ils vont pas se prendre eux aussi des coups, ou perdre un œil, voilà. Et c'est ça que. Donc vous dites, il faut pas forcément supprimer les lanceurs de balles de défense. Mais je dis que la question n'est pas là. Je pense que la question, c'est les consignes qui sont données aux forces de l'ordre et aux préfets. Et je pense que le gouvernement devrait un peu se calmer parce que il y a un deux poids deux mesures entre des manifestants qui sont pacifiques, comme on l'a vu là, et qui se prennent donc des agressions assez graves. Et puis, par exemple, les racailles de banlieue qui commettent des agressions, qui dealent en bas des immeubles et qui, eux, peuvent sévir impunément toute l'année. Et eux, par contre, ne perdent pas leur œil, il n'y a pas de souci. Avec des gens pacifiques, je crois que ça ne sert pas à grand-chose d'utiliser une quelconque arme. Par contre, effectivement, avec des gens qui pourrissent la vie quotidienne des Français tous les jours, 365 jours par an. Il y a quand même un peu... Il y a quand même pas que des... Là, on parle d'un cas précis. Il est évident que les antifas qui forcent la porte d'un ministère, effectivement, ils doivent être arrêtés. Mais est-ce qu'il faut les frapper pour autant? Je ne pense pas. Il faut les arrêter tout simplement, les mettre hors d'état de nuire. Voilà, lorsqu'ils sont violents. Mais lorsque ce sont des gens pacifiques comme ceux-là qui manifestent simplement pour un ras-le-bol parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, eh bien laissons-les manifester. Voilà, je vois pas où est le problème. Si je peux me permettre, si M. Rodriguez est allé vers des jeunes pour leur dire enlevez-vous parce qu'il risque d'y avoir des actes de violence, etc., on peut aussi penser qu'autour, il y avait des casseurs. Apparemment, il y avait Alors des attention, une victime reste une victime, et ça, je partage tout à fait votre avis. Mais après, lorsque les forces de l'ordre sont ensemble et qu'il y a toute cette population avec des violents et des non-violents, il est aussi difficile d'individualiser l'endroit exact d'où provient la violence. Si c'était en Russie ou aux États-Unis, ces images, je crois que vous seriez les premiers à hurler et à pousser de grands cris sur la démocratie, etc. Je condamne les actes de violence, soyons bien clairs. Bon. Tous, des deux côtés. On posera la question de l'usage de ces LBD, des circonstances dans lesquelles et les grenades de désencerclement aussi, parce qu'encore une fois, l'enquête dira par quelle arme il a été blessé. Jérôme Rodriguez, on en parlera avec Axel Ronde, secrétaire général Vigie, tout à l'heure, qui pourra nous expliquer sur le sujet. Nouvelle mobilisation aujourd'hui, mais pas en jaune, mais en rouge. Les foulards rouges qui se sont rassemblés à Paris pour dénoncer les violences qui ont émaillé le mouvement des Gilets jaunes. Une marche pour défendre la démocratie et les institutions. Une marche apolitique, selon les organisateurs, et qui a réuni 10 500 manifestants, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris. Antoine Collomb. Changement d'ambiance dans les rues de Paris ce dimanche. Après les tensions entre forces de l'ordre et manifestants, voilà les policiers applaudis et salués. Les gilets jaunes ont laissé place aux foulards rouges.
C'est les gens qui respectent la démocratie et la République. C'est pas anti-gilets jaunes, à chaque fois on entend ça, mais c'est une absurdité la plus totale. Il y a des gilets jaunes qui sont pour le dialogue et qui sont ouverts au dialogue. Donc non, c'est contre les violences, les blocages. Voilà pourquoi on est là. Deux mouvements citoyens qu'il ne faudrait pas opposer. Certains sont moins nuancés. Moi, je me sens muselée par le mouvement des Gilets jaunes. On m'a imposé ce mouvement, on m'a imposé les ronds-points. Malgré la présence d'une trentaine de parlementaires, La République En Marche dans le cortège, les foulards rouges rejettent toute critique de récupération politique. Mais certains prônent tout de même une participation au grand débat national. On est tous d'accord avec le message des Gilets jaunes qui est on est contre l'injustice, on est contre la justice fiscale, on est contre la pauvreté. C'est très facile d'être contre tout ce qui ne va pas. Mais à un moment, il faut être actif. Ça veut dire chacun travaille pour essayer que ça aille mieux. Et le grand débat est un super moment où chacun pourra exprimer ce qu'il pense être juste. Contrairement aux Gilets jaunes, le mouvement ne veut pas s'inscrire dans la durée. Les organisateurs ne prévoient aucun autre rendez-vous. 10 500 manifestants, Pascal Tournier. Est-ce que c'est un signal positif pour le gouvernement? Alors, souvenez-vous, les organisateurs attendaient à peu près, espéraient avoir 10 000 personnes. Donc là, c'est juste au-dessus. Alors après, quelle est la réalité des chiffres? Comme vous le savez, c'est les chiffres de la préfecture, donc c'est difficile de le savoir. Il faut aussi se souvenir que je parle sous votre contrôle, Madame la députée, que En Marche, la majorité, en tout cas, n'a pas poussé véritablement à ce que, à l'essor de cette manifestation, parce que c'est un peu compliqué. Est-ce que si les chiffres n'étaient pas au-dessus de 10 000, ça aurait été considéré comme un échec. Donc pour la majorité, c'est quand même pas un bon signal. Et puis surtout, on est quand même dans une nouvelle phase, qui est la phase du débat, du dialogue. Et donc là, cette manifestation crée de nouveau une forme de démonstration d'une fracture entre deux France. D'un côté, les gilets jaunes, les foulards rouges. J'irais même aussi, j'en oublie une aussi aujourd'hui, il y avait la marche pour le climat. Donc on a le sentiment d'une France qui est quand même complètement éclatée, fracturée. Et donc ça va un peu à l'encontre de cette phase actuelle qui est celle du dialogue, où on essaie de retisser le lien entre les Français. Donc cette manifestation s'inscrit dans ce cadre-là. Donc bon, je dirais que c'est pas si mal que ça, mais c'est pas forcément non plus une très très grande victoire, si je puis dire. Vous y étiez cet Non, je n'y étais pas. Je n'y étais pas pour différentes raisons. Nous étions libres d'y participer ou pas. Comme vous l'avez dit, j'ai des collègues qui y étaient, sans l'écharpe. Moi, je ne l'ai pas fait parce que dans mes électeurs, j'ai des gilets jaunes, j'ai des foulards rouges, donc je ne me sens pas plus représentative des uns ou des autres. Je respecte les idées de chacun. Et comme vous l'avez dit, et c'est surtout cela qui m'importe, c'est que nous sommes dans une phase de débat et de dialogue. Et le risque de soutenir ou de perpétuer ce mouvement, je suis ravie parce que j'entends qu'il n'a pas lieu de se reproduire, c'est de monter un groupe contre l'autre. Et je crois que là, en France, on n'a pas besoin de ça. Là, il faut plutôt le temps de l'apaisement, le temps du dialogue et essayer de trouver les solutions les meilleures possibles pour la France. Il n'y avait pas une peur quand même que cette marche soit un flop, comme le disait tout à l'heure Pascal Tournier? Non, si vraiment on avait eu cette peur-là, peut-être qu'on y serait allé dans ce mouvement où on aurait pu mobiliser aussi nos électeurs, mais c'est pas la priorité. Là, la priorité, encore une fois, c'est d'essayer de dialoguer. Il y avait du rouge, il y avait du vert aussi cet après-midi. À Paris, les défenseurs du climat se sont rassemblés dans la capitale, dans une centaine de villes de France, mais aussi un peu partout en Europe. À Paris, le rassemblement a pris la forme d'une agora sur le modèle du grand débat national. Les citoyens qui étaient invités à débattre sur le sujet, à faire des propositions pour tenter d'enrayer le réchauffement climatique. C'est la 4e journée d'action depuis début septembre. Valérie Gomez-Bassac, 10 milliards d'euros mis sur la table pour calmer la colère des Gilets jaunes. Dedans, il n'y a aucune mesure d'urgence qui concerne l'écologie. Et au contraire, les mesures qui pouvaient servir à l'écologie, la hausse de la taxe carbone qui était censée financer la transition écologique, ont été abandonnées. Est-ce que c'est encore une priorité pour le gouvernement? Oui, c'est une priorité. Nous avons un ministre très actif sur ce sujet. Donc François de Rugy s'implique comme il peut et il y met beaucoup de bonne volonté. Maintenant, avec tout ce qui vient de se passer, il y a encore un temps d'attente. C'est-à-dire qu'il faut remettre les priorités à leur place. Mais le climat reste la priorité, la transition écologique. Il y a l'avenir de nos enfants qui en dépend, donc ça reste une priorité. Est-ce que les enjeux écologiques sont compatibles avec les problématiques de pouvoir d'achat qui sont demandées par les Gilets jaunes, Julien Sanchez?
Oui, parce que la solution, ce n'est pas seulement des taxes. Je crois que contrairement à ce qu'a fait le gouvernement en créant encore de nouvelles taxes et en essayant de revenir en arrière un petit peu plus tard, la solution, c'est pas seulement ça. Je crois qu'il faut encourager justement la recherche sur les énergies renouvelables, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu du grand n'importe quoi. Moi, dans ma région, dans les Pyrénées-Orientales, on met des éoliennes devant le mont Canigou, qui est un paysage assez remarquable de la région. Voilà, il y a du grand n'importe quoi qui est fait actuellement en matière d'énergie renouvelable. Et je crois qu'au contraire, il faut essayer de développer autre chose, mais sur ce sujet, comme sur celui donc des foulards rouges, je crois que bon, on a vu que les foulards rouges, il y avait assez peu de participants. Hein. Je crois que bon, les chiffres annoncés, c'est 10 000 sur 65 millions d'habitants. 4 000 gilets jaunes hier à Paris. C'est quand même après, encore assez, une fois, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Assez relatif, mais je voudrais rebondir à ce que disait Mme la députée. Je crois qu'effectivement, le but n'est pas d'opposer une population à une autre, comme vous le disiez. Le mieux serait encore que le débat et le sain débat existent dans les institutions représentatives ou censées être représentatives dans notre République. Et aujourd'hui, elles ne le sont pas. L'Assemblée nationale n'est pas représentative parce que, encore une fois, tous les courants de pensée n'y sont pas représentés à proportion de ce qu'ils représentent. C'est pour ça que vous avez des gens dans la rue aussi. Parce que quand M. Mélenchon fait 20% et qu'il a 15 députés... J'aimerais quand même qu'on revienne sur l'écologie, parce qu'à la base, c'était quand même le sujet. Christelle Bertrand, est-ce qu'il y a un risque que l'écologie soit la grande absente du débat ? Bien évidemment, on voit que pas mal de choses ont été mises entre parenthèses depuis le début du mouvement. Les gens le sentent. Vous montriez les images de la manifestation à Paris. Je voudrais souligner qu'en province, les manifestations ont été extrêmement denses. Il y avait une centaine à peu près de rassemblements un peu partout. Voilà, en France. et du monde, qui ont rassemblé chacune du monde à Montpellier, enfin dans le sud de la France, un peu partout. On a le sentiment qu'il y a vraiment une demande de la part des citoyens. Et pour l'instant, ça ne suit pas au niveau politique ? Pour l'instant, de toute manière, vous me confirmerez, tout a été mis entre parenthèses le temps du débat. Donc les sujets environnementaux comme les autres sujets. On est dans un moment un peu en suspens. Mais il est bien évident que la crise ayant commencé sur les taxes sur le gasoil et sur des questions environnementales, le gouvernement va désormais se poser la question à chaque fois qu'une décision sera prise allant dans le sens de plus de taxes et qui vont forcément compliquer la vie quotidienne des Français. De toute manière, la révolution environnementale, elle ne se fera pas sans compliquer à certains égards la vie quotidienne. Ça veut dire qu'il faudra forcément payer ? Ça veut dire qu'il faut peut-être mettre en place aussi des solutions d'aide et ne pas être uniquement dans le punitif et voilà, être aussi dans l'accompagnement et faire les deux en même temps. Et consommer local aussi et produire local. L'agriculture, c'est important de la valoriser. Et puis, voilà, il y a d'autres sujets qui sont absents du grand débat, comme l'immigration, dont on pourrait aussi parler. Merci beaucoup à